Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc au webinaire Nez, langue, mastication, sommeil, toutes et tous concernés. Donc je suis Sophie Parisot, orthophoniste en libéral installée depuis 25 ans à Strasbourg. En 2022 et 2024, j'ai pu participer avec grand plaisir à la formation sur les apnées du sommeil donnée par Pascal Doucet, orthophoniste. Euh, un enfant sur deux présente une respiration buccale. Or, chez l'enfant, une ventilation naso-nasale est l'assurance d'une bonne qualité de sommeil, d'une croissance harmonieuse du maxillaire, d'une meilleure concentration, ainsi que d'une moindre incidence des affections ORL. Donc otite, ronflement, apnée du sommeil même légère, rhinopharyngite à répétition, etc. Certaines personnes parlent aussi des allergies aussi qui sont amplifiées par cette respiration. La ventilation buccale est la conséquence d'une position anormale de la langue. La pointe n'est pas au palais, sa base tombe à l'arrière, bouchant plus ou moins le carrefour aérien. Voilà, donc vous pouvez voir également donc, en dessous l'apport de la prise en soins oromyofonctionnelle dans la prévention des apnées du sommeil chez l'enfant et chez l'adulte. Et ensuite, je veux bien la slide suivante. Et nous aborderons également, deuxième partie, mais on va voir, il y a une introduction et un plan, la difficile alliance thérapeutique pour l'instauration de la respiration nasale, pourtant essentielle à la santé de l'individu. Alors, d'aller plus avant, je voudrais vous présenter quelques constats présentés dans le mémoire de Chloé Hameau-Castevert, qui elle-même cite, donc c'était en 2024 son mémoire, elle-même cite un mémoire de 2022 de C. Godefroy, où il a été notifié que 20 et étudié que 23, que 93 des personnes concernées n'avaient pas connaissance qu'une rééducation orthophonique pouvait leur être proposée, alors que 87% d'entre elles se montraient intéressées. Alors, pour commencer, donc, pour aller, voilà, ça c'était l'introduction. À présent, la première partie qui concerne les fonctions oromyofonctionnelles. Que signifient les fonctions oromyofonctionnelles? Oro, cela concerne donc la sphère orale, la sphère orale du visage, myo, les muscles, et fonctionnel, qui passe par le fonctionnement des muscles, et ici en l'occurrence du visage. J'aime également l'appellation, enfin la façon de dénommer que propose Caroline Deville, médecin généraliste spécialisée aussi dans tout ce qui est périnatalité. Sa façon de dénommer, c'est oro-maxillofacial. Euh, c'est une façon aussi de dénommer qui permet de mettre un peu en évidence l'involution humaine de nos mâchoires due à beaucoup de facteurs différents, dont nos modes de vie. Et voilà. Et donc, on va voir un petit peu, vous allez comprendre aussi pourquoi cette dénomination est intéressante, mais je garderai la dénomination Je oromyofonctionnelle peux regarder Arte, hein. de webinaire. Donc, la langue a un organe clé. Elle joue un rôle dans la construction du massif facial de l'enfant, dans la bonne qualité du sommeil, et ce, à travers la ventilation, la mastication, la déglutition, l'articulation. Elle impacte également positivement ou négativement notre posture. La moitié des enfants présentant un trouble de l'articulation a une mauvaise mastication, alors que cette mastication dysfonctionnelle n'est que de 2% seulement chez les enfants sans trouble d'articulation. Pour illustrer les propos précédents, je vous propose quelques séquences tirées d'un film que j'ai réalisé dans le cadre du Festival du film en orthophonie en 2024. Vous allez voir des séquences qui concernent la respiration nasale, le sommeil, la mastication, tout ce qui est alimentation, déglutition, succion, posture, frein lingual. Donc, je vous propose de commencer par la respiration nasale. Avant cela, je voulais juste faire un petit détour, juste à 1 minute 7 que je puisse ne pas voir ma tête. Voilà, si. Voilà, bon, après, voilà. C'est pas grave si on voit ma tête. Voilà, c'est pas grave. Excuse-moi, Johanna. Oui, la respiration nasale, juste pour introduire cela.
En fait, il y a trois personnes et il y aura des ressources, hein. Si vous le demandez, on pourra vous envoyer des ressources. Trois chercheurs ont été récompensés en 98 en ayant un prix Nobel concernant leur découverte sur le rôle du monoxyde d'azote dans la respiration nasale et notamment tout ce qui est fonction cardiovasculaire. Mais il y a énormément d'incidences grâce à cette respiration nasale. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, j'introduirai. On va enchaîner donc respiration nasale et sommeil. Et après, j'introduirai chaque point. Donc, Johanna, on pourra s'arrêter à 4 minutes 30. Voilà. Donc, ça fait 3 minutes de petit film. L'évolution de l'insuline, un meilleur système. Bon, on a un petit problème de son. Dommage. Bon, sinon, bah, je vais commenter. Voilà ce qu'on voit à l'écran. Donc, c'est donc une ORL qui décrit ce qu'il y a un petit peu été dit avant, hein. C'est vraiment le rôle de la langue dans la construction du massif facial et de la respiration. Euh, voilà, on peut continuer. Alors, on peut continuer si ça veut bien. Voilà, j'en profite pour dire qu'il y a ça sera aussi dans les ressources pour les personnes qui les demanderont, un film qui s'appelle La beauté se respire par le nez, hein, qui explique aussi bien tout ce processus de respiration nasale et de développement. Et là, elle parle aussi de l'importance du positionnement de la langue, hein. Donc là, je parle de la respiration nasale et de la difficulté à l'instaurer, de la nécessité d'aller vers les ORL comme aide. Donc là, je crois qu'il y a une pause à 2022. On va reprendre à 2 minutes 53, pardon, Johanna. Voilà. Donc là, je parle des neurones miroirs. Donc, en fait, certaines personnes, enfants respirent par la bouche parce qu'ils ont en modèle des parents qui respirent par la bouche. Voilà, ça, c'est l'effet des neurones miroirs. Et ensuite, voilà, on va enchaîner avec Dr Sophie Lacky, orthodontiste, que je remercie beaucoup pour sa participation, enfin pour mon aide en fait. Et donc là, elle développe tout ce qui concerne la respiration nasale lors des consultations, lors de l'anamnèse des patients. Je le dirais évidemment beaucoup moins bien qu'elle, mais elle évoque euh, après, donc là, c'est une façon de tester l'efficience de la respiration nasale. Elle évoque au niveau de l'examen, lors de la venue des patients, elle regarde les amygdales, l'espace rétrolingual, voir s'il y a assez de place. Elle interroge sur le sommeil, la qualité du sommeil. Au besoin, du coup, selon ce qui est répondu, elle va orienter vers des médecins spécialisés dans la qualité du sommeil. Elle interroge également sur les facultés, enfin sur comment les enfants se réveillent le matin et est-ce qu'ils ont des difficultés au niveau des apprentissages. Parce qu'on sait que lorsque nous apprenons, nous consolidons ce qu'on a appris la journée, la nuit. Donc là, on va s'arrêter à... Non, on va continuer parce qu'en fait, on continue avec le sommeil. Donc, vous allez voir le sommeil. Donc là, j'explique les bienfaits du sommeil, la récupération, les apprentissages, la régénération des tissulaires, tous les bienfaits que nous apporte le bon sommeil. Et là, j'explique en fait aux patients le rôle d'une bonne respiration la nuit et pour ce faire d'une position haute de la langue, puisque si ce n'est pas le cas, euh, on peut comparer un tuyau d'arrosage qui serait pincé. En fait, l'air ne passe pas bien et du coup, la qualité du sommeil est moindre, est fragmentée. Euh, Nous allons donc ensuite continuer avec, dès que les explications sont terminées, voilà. Là,
à l'occasion ça c'est un premier entretien avec un enfant dont les parents ne parlaient pas le français. Donc j'ai fait appel à Migration Alsace et là il y a une traductrice qui en fait traduit mes questions. Et j'ai fait cette anamnèse du sommeil parce que j'avais, à une question, je m'étais dit, ben là, il y a quelque chose au niveau du sommeil. Donc, j'ai fait passer le questionnaire Hibou. Et effectivement, il y avait vraiment, vraiment, vraiment d'importants troubles du sommeil pour cet enfant qui avait des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles des apprentissages. Et ben finalement, dès ce premier entretien avec ce que j'aurais pas pu faire si j'avais pas fait cette anamnèse avec ce questionnaire, j'ai osé lui dire, bah, ça évoque vraiment un frein court. Et effectivement, là, on voit que le frein est très, très court. Euh, du coup, ben, parallèlement au travail qui va pouvoir être fait, ben, j'ai pu adresser avec la pédiatre évidemment, à des spécialistes du sommeil, l'ORL. Donc, il a eu une intervention au niveau du frein lingual. Voilà, donc c'est un enfant qui est en situation d'obésité aussi. On verra plus loin un petit peu quel est le lien avec le sommeil, le frein lingual et ce qu'on sécrète la nuit comme hormone, qui est l'hormone de la satiété. On verra ça un peu plus tard. Voilà pour le sommeil. Ensuite, on va avoir une petite séquence concernant la mastication. Donc, c'est vrai que c'est aussi... Et l'alimentation. Donc, ça sera à la minute 7 minutes 20, voilà, c'est ça. Donc là je parle de l'alimentation générale, hein, qui est en général l'occasion bah, de moments partagés, de plaisir, etc. Mais pour plein de raisons différentes et de troubles oromio-fonctionnels, hein, de dysfonctionnements, ça peut être moins évident. Ça sera intéressant de aussi questionner sur la mastication. Est-ce qu'elle est des deux côtés, etc. Donc là, je remercie Nathalie Hurtel, sage-femme, qui a pu aussi expliquer un petit peu que dès la naissance, hein, à la maternité, et dès que une maman a des difficultés à allaiter, parce que c'est pas normal d'avoir mal seulement au début, mais pas plusieurs jours, elle dit que récemment encore, au bout d'un mois d'allaitement vraiment difficile, elle a pu orienter vers une ORL qui a pu du coup s'occuper du frein la maman et son bébé ont pu à ce moment-là, enfin le bébé a pu s'allaiter et la maman avoir un allaitement serein. Euh, et donc ça c'est l'occasion donc d'évoquer la succion et le rôle du frein aussi à ce moment-là. On sait qu'il n'y a pas que le frein restrictif qui pose des difficultés, mais voilà, c'est un petit focus là-dessus. On verra aussi qu'est-ce qui peut... Voilà. Ensuite, à la minute 10:07, je ne sais plus ce que c'est, mais je vais vous dire ça dès que je vois les images. Ah oui, c'est à nouveau l'orthodontiste et la mastication, qui là, quand on a parlé en fait de la construction de la langue dans le massif facial, le rôle de la langue, hein, effectivement, puisque la langue, en fait, en balayant, en bougeant, elle va aussi contribuer à construire le massif facial. Si évidemment, dû à l'évolution humaine, nos mâchoires se rétrécissent, et c'est aussi la raison pour laquelle on a tellement besoin des orthodontistes, c'est qu'effectivement, quand la boîte à chaussures est trop petite, hein, que la langue ne peut pas faire fonctionner correctement, on a besoin des orthodontistes, hein. Mais il faut aussi que la langue puisse, pour construire ce massif facial, euh, voilà, faire son travail de balayage. Elle explique ici également bah, la remontée de la langue, que dès que c'est possible, à ce moment-là, elle explique de la crème palée qu'on met au palais, voilà, que dès que possible, on va sensibiliser les parents et les enfants. Donc, il n'y a pas que le frein restrictif, il y a aussi finalement le fait de manger des aliments mous, hein, qui fait que eh bien, ce balayage n'est pas aussi efficace, hein. Et ça, c'est dû à nos modes de vie. Ensuite, donc, voilà pour ça. À la 15e minute 58, on parle de la posture et de
donc c'est Caroline Deville qui intervient, et là je ne vais pas être aussi efficace qu'elle, mais qui intervient pour dire qu'effectivement la langue, elle est rattachée à... Il y a un rattachement de la langue de tout le corps, de la bouche jusqu'en bas des orteils, et avec les fascias, etc. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et donc au niveau de la posture, ça, c'est pas elle qui le dit, mais je pense qu'elle serait d'accord. Euh, Ça va être à la fois, euh, comment on pourrait dire, va falloir veiller à ce que la langue, enfin, qu'il puisse ne pas y avoir de tension, puisque la langue, du coup, voilà, c'est en ça qu'on va faire aussi appel à d'autres professionnels de santé quand on se rend compte qu'il y a trop de tension au niveau des cervicales, etc., et que les exercices ne pourront pas être possibles, hein. Mais aussi également, donc là, on peut mettre sur stop et on ira ensuite une dernière minute. J'expliquerai ensuite. Là, c'est un petit travail des fascias. Voilà, voilà, ici, c'est exactement ça. Je voulais juste terminer par rapport à avant. C'est en ça que je suis moins efficace que Caroline Deville. C'est que donc on fait appel aux professionnels de santé qui vont aussi nous aider s'il y a des tensions, et que donc le travail, il va pouvoir se faire s'il y a des tensions, bah, pour libérer la langue, et que le travail puisse se faire, mais que également bah, un travail corporel qui va permettre à la personne de bien se tenir. Bah, voilà, c'est l'un et l'autre, hein. Le sport, etc., muscler. Tout ça, ça va aussi contribuer à un bon fonctionnement, hein. Voilà, donc là, voilà, merci Johanna, tu peux le mettre en route. Là, en fait, c'était juste pour... en fait, c'était donc quelqu'un qui venait me consulter dans le cadre d'une déglutition atypique, hein. J'ai pas beaucoup parlé de la déglutition, mais la langue aussi se positionne pour la déglutition, et elle peut ne pas être bien placée. Donc là, cette personne était venue pour ça. Je n'avais pas pu mesurer le frein lingual puisque la personne n'arrivait pas à faire la ventouse. Donc, il y a eu cet exercice préparatoire. Et ensuite, j'ai pu, ce qui peut éviter un passage chez l'ORL, c'est effectivement, si le frein est un peu court, on fait les exercices pendant un mois et on remesure. Et on voit si c'est toujours restrictif. Et à ce moment-là, on peut aller chez l'ORL, ce qui sera un travail qui ne sera pas perdu, puisqu'en fait, s'il y a une intervention chez l'ORL, ça sera bien d'avoir fait les exercices avant l'intervention. Donc, ça peut toujours être utile. Voilà, donc pour ces passages-là. Voilà, c'est bon pour le petit film. Merci beaucoup. Nous allons aborder la deuxième partie avec l'alliance thérapeutique. Euh, donc, en fait, donc, je vais d'abord aborder. Là, on voit une petite image de langue, voilà, de personne qui va faire des exercices d'articulation de A. C'est pas la position idéale, mais c'est un petit exercice aussi, voilà. L'alliance thérapeutique, donc en orthophonie. Toujours dans le mémoire de Chloé Hameau-Castever, elle note que un fort taux d'abandon, sauf quand des personnes, hein, lors de thérapie, lors des thérapies. Excusez-moi, j'ai des petites fourmis dans les jambes. Alors, euh, et donc, sauf, il y a moins d'abandon quand il existe un programme de soutien qui augmente le sentiment de compétence des personnes. Euh, il y a un petit livret qui permet cela, car celui-ci renferme des explications, des schémas, des exercices, des vidéos explicatives, des applications, tout ce qu'on peut faire aussi nous, hein, en tant qu'orthophoniste. Mais c'est vrai que ce petit livret est très bien fait. Un QR code qui renvoie vers des échelles de progression, des astuces, des grilles à cocher. Et nous pensons qu'un lien de confiance va pouvoir s'établir aussi dès lors que la personne va aussi expérimenter, grâce à la thérapie fonctionnelle, un mieux-être finalement. Parce que grâce à cela, elle va aussi augmenter la qualité de son sommeil. Donc ça aussi, ça peut renforcer un lien de confiance. Euh, Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il existe un outil d'évaluation avant et après cette rééducation qui renforcerait encore tout à fait cette certitude, hein, du bien-être. C'est à savoir un outil qui serait abordable, hein, un outil qui mesurerait la qualité du sommeil, et donc qui serait abordable, pratique,
fiable. Et j'ai entendu parler d'un dispositif qui s'appelle le Breezy, hein, qui se trouve en Belgique et qui serait, voilà, qui serait intéressant parce que voilà, accessible. Et ça permettrait aussi de voir vraiment les progrès quant aux freins de langue, hein, et suite aux exercices. Mais après, on peut aussi finalement se contenter de la qualité du sommeil et du patient qui, lui, constate de lui-même que son sommeil est bien meilleur. Par ailleurs, l'alliance thérapeutique va également s'établir lorsque des objectifs sont fixés ensemble. Cela va de soi, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui va aussi renforcer l'alliance thérapeutique, ainsi que des tâches qui seront il y a un petit acronyme qui s'appelle SMART pour les tâches qui sont euh, alors, qui sont en fait spécifiques, mesurables, atteignables, réduites et temporellement définies, hein. Donc, concernant les exercices proposés, donc dans les tâches à faire régulièrement, il y a, je vais aller assez vite puisque ce n'est pas le sens du webinaire ici, hein, que de donner vraiment des billes concernant la rééducation, mais de façon, je dirais, voilà, de façon claire. Et j'aurais bien aimé qu'on fasse un exercice. Il sera important d'aborder la proprioception, hein. On pourrait imaginer, vous imaginez mettre la langue en bas, respirer par le nez, essayer de respirer par le nez, la bouche, mettre la langue en haut et respirer. Et vous allez voir normalement combien vous allez avoir une meilleure respiration. Ça, c'est la proprioception, mais elle est très importante à tous les niveaux, hein. Proprioception concernant la langue, enfin, voilà. Et la respiration aussi, les odeurs aussi, vont aussi permettre une remontée de la langue, par exemple. Mais rapidement, donc, les exercices qui seront faits sont un petit peu selon la progression que j'ai présentée avec les images du film. C'est un peu la même progression, c'est-à-dire la proprioception, la respiration, le renforcement musculaire par les praxis, hein, un travail sur mesure. Et ça, c'est le travail des orthophonistes, hein, en travaillant selon les personnes, plus sur les muscles extrinsèques, d'autres les muscles intrinsèques, les joues, les lèvres, la posture de la langue au repos, lors de la déglutition et enfin lors de l'articulation. Un peu à la fin, parce que normalement, tout étant en place, le travail est un peu moins conséquent au niveau de l'articulation, puisqu'on sait que voilà, l'appui de certains sons ne se font pas pareil quand on a la langue haute et basse. Voilà. Voilà pour l'alliance au niveau de l'orthophonie. Euh, je crois que je l'avais déjà abordé, mais ce sera important de voir si des douleurs apparaissent lors des exercices, de pouvoir réorienter, hein. Chez kiné, ostéo, orthoptiste éventuellement, enfin voilà, tous les professionnels qui pourront les ORL évidemment, pourront nous aider pour voilà, nous aider s'il y avait des douleurs qui devaient apparaître. Et l'alliance avec les professionnels de santé. La respiration buccale, donc je vais aller un peu moins vite, mais donc la respiration buccale est une respiration d'urgence et de stress. Une fois le stress passé, l'être humain doit pouvoir revenir rapidement à une respiration nasale. Tout comme les apnées du sommeil, la respiration buccale joue un rôle dans le développement, plus tard, hein, à l'âge adulte, d'hypertension artérielle, de fibrillation auriculaire. Donc, je vous avais parlé, hein, de ces personnes qui ont eu un prix Nobel en 1998. Finalement, sont des récentes découvertes, finalement, hein. L'alliance thérapeutique, je le souhaite et je l'imagine au service de l'efficacité de la prise en soin de nos patients et patientes. Il y a donc un enjeu à avoir des outils diagnostiques de sommeil efficaces, indolores et pas chers. Lorsqu'ils interviennent, euh, les ORL, lorsqu'ils interviennent pour un frein court, euh, davantage d'échanges pourrait être aussi, je pense, intéressant. Euh, et surtout, alors je ne sais pas si je le dis après, je crois que je ne le dis pas, je vais le dire là. Il y a vraiment une nécessité d'un discours commun
par rapport à l'importance de cette respiration nasale dans l'ensemble de la population. Je rêve qu'un jour, quand il y a des préconisations pour les personnes qui ont pour ne pas avoir d'AVC, qu'il y ait notifié, en plus du reste de ce qu'on connaît déjà, respiration nasale. Voilà, peut-être que ça viendra un jour. Et donc, qui est un discours commun, y compris au niveau des médecins généralistes, parce que si seul l'orthophoniste explique cela, ça ne va pas avoir autant de poids que si le monde médical dans son ensemble a une sémantique commune, et voilà, ça appuie bien notre rôle. Euh, bon, je voulais aussi juste rapidement aborder le rôle du sommeil dans le métabolisme, qui est largement démontré par le docteur Marqueret dans son livre Quand le sommeil nous veille. La privation du sommeil favorise l'obésité et le diabète, hein. Le sujet devient, bon ça je vais pas détailler, mais euh, oui, je reviens à cette histoire d'hormones. Si, en plus d'un tas de raisons, c'est multifactoriel, les facteurs d'obésité, les facteurs voilà. Mais il peut y avoir, et je l'ai rencontré dans ma pratique, des personnes qui ont un frein court et qui auront beau faire du sport, faire tout ce qu'il faut, tant qu'elles n'auront pas un sommeil récupérateur et donc une hormone, le leptine de la satiété qui est sécrétée correctement, et un sommeil donc pas récupérateur, voilà, les pauvres, elles vont faire beaucoup d'efforts, et voilà. Et donc, il faut aussi avoir en tête de vérifier si ces personnes-là n'auraient pas éventuellement un frein restrictif. Voilà, et donc c'est l'occasion aussi du coup d'envoyer chez nos consoeurs et nos confrères si cela devait être le cas. Et pareil pour le diagnostic TDAH, sans remettre en question le fait que ça soit un TDAH, il faudrait aussi, de façon systématique, et toujours si on avait des outils assez pratiques pour les familles, etc., il faudrait vérifier, les professionnels, que s'il n'y a pas un problème de sommeil. Alors, je ne dis pas que le TDAH, enfin, bon, il serait prouvé, il y a la littérature, je peux vous mettre des articles qui prouvent qu'une partie des TDAH serait due à un mauvais sommeil. Maintenant, même si c'est pas dû au sommeil, la question c'est est-ce qu'on peut grappiller un petit peu au niveau de la qualité du sommeil chez ces enfants. Par ailleurs, donc on sait aussi pour les énurésies, que la respiration, la bouche ouverte égale à une vessie ouverte. Donc pour certaines personnes, ça permettrait aussi pour certains enfants de se dire que c'est pas uniquement psychologique, mais que ça peut aussi être lié à la respiration. Ça peut dans certains cas aussi être utile. Et également, dire certains refus alimentaires où on pense que c'est rattaché à des origines psychogènes, et il faut aussi rechercher dans ces cas-là s'il n'y aura pas un problème organique de mastication inefficace, etc. Même si toujours là, pareil, les causes sont multifactorielles. Pour terminer, et de façon plus globale, et toujours selon Marc Ray dans le livre Le sommeil nous veille, je reprends un petit peu son écrit en disant que voilà, notre société organise nos rythmes sociaux, notre rythme scolaire, le calendrier des vacances, le rythme de travail, le rythme des loisirs, mais rien n'est prévu pour nos rythmes de sommeil. Donc, il y a une souffrance, un jet lag social sur l'allongement des heures de veille associées à la surconsommation et de stimulation de café, de nicotine, de loisirs numériques. Chez les adolescents, il y a une étude qui a montré que actuellement, ils ont perdu, les adolescents, une nuit par semaine, une nuit de sommeil par semaine. Voilà, donc si vous dormez mal, ce n'est pas une simple difficulté personnelle, mais aussi le résultat d'un comportement collectif. Damien Léger, hein, qui a fait un COSAGE et qui a aussi publié un rapport en 2016, son rapport portait sur Retrouver le sommeil, une affaire publique. Donc dans ce rapport, pour les rapporteurs, l'accès à un sommeil de qualité est également une question de justice sociale. Les auteurs précisent les évolutions contemporaines du sommeil sont ainsi au centre de la production des inégalités sociales. Il serait légitime pour les pouvoirs publics de mettre en place des messages pour le grand public, comme ils l'ont fait par exemple pour l'obésité.
La nécessité d'un temps d'arrêt pour le corps a des conséquences sur les autres aspects de la vie sociale. Le bon sommeil constitue un bien commun dont il faut garantir l'égal accès à toutes et tous. Et j'ajoute également que c'est aussi un enjeu de santé mentale. Et que là où on pourrait, évidemment, ce n'est pas suffisant, mais là où on peut grappiller, on essaye de grappiller du bien-être pour les personnes. Et donc, pour terminer, je rappelle pourquoi aussi en orthophonie, me concernant, même si un enfant vient pour dyslexie, je questionne sur le sommeil et l'alimentation parce que voilà, je peux expliquer combien le sommeil est nécessaire aux bons apprentissages, hein. Quand on apprend la journée, on consolide la nuit. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Je vous propose un petit temps d'échange de nos pratiques éventuellement, ou des questions, ou s'il y a des questions. Voilà. Et éventuellement, je redis que s'il y a besoin de sources bibliographiques, vous pouvez nous contacter et on vous les donnera. Voilà, merci. Merci Sophie. Est-ce qu'on pourrait Merci. mettre le lien vers le film Oui, dans Ouais, le je chat comme vais, je vais ça? le faire, ouais. Ouais, merci. voilà, tout à fait. C'est un film qui dure 20 minutes, mais là, il y avait des petits courts extraits qui étaient, voilà, j'ai fait comme j'ai pu, hein, pour commenter un petit peu les images. Mais c'est sûr que le film, ça sera chouette si ça intéresse quelqu'un de le voir, de pouvoir le voir. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide dans la façon de m'exprimer et que ça a été clair. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des échanges par rapport aux différentes pratiques des différents professionnels? Moi, j'imagine, par exemple, ce que j'aimerais bien, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il a été mis pour les personnes âgées. Souvent, des fois, elles ont rien. Et donc, il a été fait un petit passeport où il y a certains éléments, donc les noms des infirmières, le médecin traitant, etc. Et donc, moi, quelque part, j'imagine et je rêve qu'on puisse faire un petit carnet comme ça rapide. Voilà, pourquoi pas, pour les personnes, quand il est mentionné qu'il y a un travail qui est à faire, et ben, qu'elle puisse avoir ce petit passeport pour les professionnels en disant, bah voilà, l'orthophoniste, la personne qui s'est occupée des troubles du sommeil, etc. Et d'avoir ainsi éventuellement la possibilité d'échanger. Voilà, comme je le dis souvent, nous, on a souvent des écrits et on n'a pas toujours d'écrits du monde médical. Donc, on a un peu l'impression d'un sens unique quelquefois en tant qu'orthophoniste, heureusement pas toujours. Et donc, l'idéal, et ce que je commence à faire, c'est de pouvoir avoir un petit réseau de professionnels avec lesquels on peut travailler, voilà. Et ça, ça peut être du coup permettre aussi du coup des échanges et une efficacité un peu plus importante, mais on peut pas toujours non plus travailler toujours en réseau et donc avoir des écrits comme je l'ai, hein, pour certains professionnels, c'est très très utile, je trouve. Voilà. Je sais pas s'il y avait des questions, des échanges, des remarques. Oui, moi j'ai une remarque à faire si je peux. Bien sûr. Je vais revenir avec mon cheval de bataille, qui sont les TSA, en particulier chez l'adulte, Mhm. où on note beaucoup de troubles du sommeil. Alors c'est vrai que c'est un cycle de sommeil qui est perturbé, qui est décalé, mais ce sont aussi des réveils nocturnes. Et dans l'enfance, on note évidemment des troubles de la mastication. Ils ont du mal à accepter les morceaux de nourriture, enfin des aliments en morceaux. Et j'ai pas l'impression qu'on se soit posé la question de l'orthophonie, enfin de ces troubles de la mastication, de la déglutition chez ces personnes-là, hein. En général, Alors, on dit oui, c'est lié à l'autisme, point, et on fait pas de rééducation, et surtout pas chez l'adulte. ça, donc là, ce serait effectivement intéressant de voir s'il y a moyen de grappiller aussi un peu en qualité. Après, voilà, ce qui aurait été démontré, c'est que c'est la phase de sommeil REM, la phase donc des rêves, etc., qui serait écourtée. Et c'est vrai que ça va aussi avoir des incidences quand il y a un sommeil comme ça qui est moins bon. Ça va avoir aussi des incidences au niveau des émotionnels. Ça, c'est vrai que je l'ai peu dit. Mais voilà, l'impact du sommeil, c'est pour ça que j'ai parlé de santé mentale aussi, c'est que le sommeil fragmenté,
va aussi avoir des répercussions sur les émotions. Alors, et c'est toujours l'œuf et la poule. Quand on est anxieux, on peut aussi avoir un mauvais sommeil, mais inversement, voilà. Donc, il faut toujours essayer de voir où est-ce qu'on peut grappiller, comment on peut grappiller, etc. Et j'ai peu parlé du nerf vagal, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais effectivement, la respiration a aussi une incidence hein, durant ce trajet respiration, fonction oromyo-fonctionnelle sur le nerf vagal, qui est le nerf qui part du tronc cérébral et vers les intestins et un peu plus bas même, et qui a une incidence dans le fait que la personne se sente sereine. Donc, si dans ce trajet-là, il y a des tensions, si la respiration n'est pas correcte, il va y avoir ce système parasympathique qui ne pourra pas fonctionner de façon optimale. Et donc, voilà, donc c'est aussi pour ça que toutes ces questions-là sont hyper intéressantes à travailler parce que on sait aussi les conséquences aussi, ben, comme je vous l'avais dit, hein, la respiration buccale, c'est une respiration d'urgence, voilà, et qui est utile quand on a à détaler. On ouvre la bouche, hop, on détale, c'est utile, mais il faut pouvoir revenir dans ce système parasympathique et assez vite, puisque si on n'est pas dans ce système parasympathique, on a des problèmes de digestion, puisque lors de cette respiration d'urgence, toutes les fonctions du système parasympathique qui sont normalement faites automatiquement, elles vont s'arrêter. Hein. Donc, ça va aussi avoir des incidences effectivement sur la santé de la personne due à ce stress, quoi. Voilà. Donc, effectivement, oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut toujours pouvoir investiguer pour savoir où on peut gagner un peu de terrain. En revanche, je crois qu'on n'a pas encore tous les éléments. On ne pourrait pas dire, je pense, ce serait un raccourci de dire que il y a de l'autisme parce qu'il y a un problème de sommeil. Mais en tout cas, voilà, il faut voir s'il y a moyen de grappiller. Il s'agit pas, non, il s'agit pas de faire ce raccourci-là, mais il faut se poser la question quand on Voilà, a voilà, face à soi une personne autiste qui parle, qui évoque des troubles du sommeil, de oui, pas juste penser à son sommeil, mais de penser effectivement à sa respiration, à sa déglutition, et pourquoi pas non, aussi quelles sont exact. ses problématiques alimentaires restrictives. Il y a des personnes autistes qui refusent de se brosser les dents parce que introduire quelque chose en bouche, c'est compliqué. Alors, il s'agit évidemment pas d'un lien diagnostique en quoi que ce soit, mais de se poser la question autant pour l'adulte que pour l'enfant. Et je pense que tous les orthophonistes qui reçoivent des enfants avec un trouble du spectre autistique, il faudrait aborder, enfin c'est peut-être déjà fait, hein, je sais pas, mais je pense que c'est nécessaire d'aborder la question de l'alimentation, pas juste Ah, dans tout le à fait. sens, bah, il faut diversifier, il faut ceci, il faut cela, mais il faut se poser la question de la respiration et de la déglutition. Et c'est pour ça aussi que j'en appelle vraiment à une alliance thérapeutique parce que justement, j'ai reçu un enfant autiste pour lequel il y a une méga respi buccale, vraiment méga, méga. Et donc, voilà, j'ai tout fait pour faire en sorte d'instaurer la respiration nasale, etc. Mais c'est pas facile, voilà, c'est pas quelque chose de facile. Et si je me dis, ça serait peut-être plus facile pour les parents d'accepter si médicalement, quand j'avais envoyé chez l'ORL, s'il y avait eu ce discours-là, ben, ça aurait été, je pense, plus facile à accepter pour les parents de faire les exercices régulièrement et d'essayer de récupérer cette respiration, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, partout où on peut grappiller, on grappille. Et il ne faut pas se dire, voilà, cette personne elle a ça parce qu'elle est autiste, voilà. Enfin voilà, et pareil pour un patient parkinsonien, on va mettre tout sur l'étiquette, ben voilà, il a ça parce qu'il a Parkinson. Non, on va essayer de chercher à comprendre ben, ce qu'il peut récupérer un petit peu. J'ai pas beaucoup parlé, mais c'était sur la posture, hein, sur la respiration diaphragmatique. Combien elle va être aussi importante aussi dans le bien-être et justement dans toutes ces fonctionnalités-là aussi. Donc, partout où on va pouvoir récupérer un petit peu d'un système parasympathique, eh ben, on va le faire. Et c'est en ça que ben, les professionnels, quelques ostéo, kinés, etc., sont aussi vraiment importants dans cette prise en soin des personnes.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait encore une autre question? Oui, Ah oui, bonjour. allez-y. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok. Alors, bonjour Sophie. J'ai une question en fait par rapport au dispositif de type Froggy Mouse. C'est un dispositif qui divise un peu. En plus, il a un coût. Et donc, moi, ça m'arrive de le proposer, mais pas toujours. En tout cas, je le propose surtout aux petits en me disant que c'est une fenêtre où ça peut peut-être accélérer les choses et rendre la rééducation orthophonique plus courte. Mais en tout cas, c'est complémentaire, ça remplace pas. Mais je voulais quand même savoir si vous continuez à le proposer. Enfin, je m'adresse aux personnes qui sont présentes, mais je ne sais pas quel sentiment vous avez par rapport à ces dispositifs-là. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Sinon, je répondrai, mais si quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que vous pouvez juste décrire rapidement ce que Ah c'est? oui, 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 pardon, désolée. Bah, alors, c'est un dispositif qui se met donc en bouche entre la gencive et les lèvres et qui empêche la langue d'avoir ce mouvement antéro-postérieur en déglutition. Donc, ça crée un stress en fait au niveau du schéma de déglutition. Et ça oblige la langue à trouver une voie alternative pour déglutir. Voilà. Et donc, ça permet de passer à la déglutition adulte. Bon, c'est un dispositif qui coûte dans les 50 euros. Et bon, il y a des super résultats, mais on peut pas le garantir non plus. Donc, nous, on peut conseiller dans nos bilans de faire ça en complément, accompagner aussi le port du dispositif. Mais je sais que ça divise et j'arrive pas trop à me positionner par rapport à ce, ce fameux petit appareil-là. J'avoue que dans le petit livre proposé par, je ne sais plus le nom de cet auteur, de cet inventeur du Froggy Mouse, il y a un petit livre qui a été fait qui est extrêmement intéressant. Et ça m'a aidé dans cette synthèse de toutes les connaissances. Moi, j'ai pas, je suis comme toi, je me pose des questions. Et là, il faudrait valider hein, je pense par la science. Mais moi, c'est pareil, je l'utilise vraiment de façon, voilà, de façon, je dirais, je trouve pas le terme, mais bon, c'est pas systématique, mais ça peut être une aide effectivement à l'automatisation, parce que toute la difficulté, et ça je l'ai pas beaucoup évoqué, j'ai pas utilisé le terme automatisation parce que l'objet c'était pas forcément les exercices, mais c'est vrai que quand je parlais je sais plus comment c'était, comment était de rééducation qui n'aboutissent pas forcément, bah, c'est aussi dû au manque d'automatisation. Donc je trouve que le Froggy Mouse, si tout a été fait de façon euh, avant le port, donc le musclé, les praxis, le renforcement musculaire, la proprioception, etc., ça peut être un petit plus. Mais il faut qu'il y ait un travail en amont. Et puis peut-être, moi, ce que j'essaye de faire, c'est est-ce qu'on y arrive sans cet appareil? Voilà. Et puis si on n'y arrive pas, alors oui, le faire. Mais pareil, là, je pense qu'il y aurait une meilleure acceptation si il y avait ce discours commun de voilà, ça va être important pour la santé de votre enfant, quoi, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, nous, ça peut nous arriver d'en parler, de dire que ça existe, de le marquer en conclusion, mais c'est pas forcément l'orthodontiste n'a pas forcément le même avis. Donc et ça dépend des personnes. Donc, du coup, c'est très très difficile en fait de proposer voilà de l'essayer. Voilà. Donc, comme ça n'a pas été évoqué dans la présentation, là, je me demandais si c'était justement parce qu'en fait, il valait mieux l'écarter et puis finalement faire. Bah, personnellement, moi, je l'écarte pas. Ok, À preuve du contraire, j'ai pas vu de littérature négative en ce sens. voilà, ouais, oui, oui, Mais oui. après, ça va vraiment être au cas par cas. Voilà, je vais pas, ça va pas être quelque chose de systématique. Mhm.
vrai que dans le film de 20 minutes, l'orthodontiste explique bien combien, après son travail, d'écarter la mâchoire, enfin d'écarter, de faire de la place pour la langue, hein, euh, Mm, après ce travail-là, le travail de gouttière va aussi permettre à la langue du coup de mm. positionner. Donc, est-ce que du coup, quand ce travail-là est fait et que ça se passe bien, est-ce que ben, du coup le frog Oui, c'est ça. Mm, ou est-ce que, comme tu l'as bien décrit, ça crée un petit stress, mais un petit stress positif qui oui, fait ah oui. qu'elle va trouver ce geste de déglutition. Mm, Donc, voilà, je dirais que ça peut être même intéressant parce qu'il y a des fois, après des traitements orthodontiques, et ben, quelque part, entre guillemets, des échecs bah, dus mm, à toutes ces dysfonctions qui restent et qui font que ça déforme la mâchoire. Hein. mm, Un traitement mm, orthodontique avec des fonctions homofonctionnelles qui ne seront pas rééduquées, ça peut aussi faire un traitement, un échec. Et donc, s'il y a échec du traitement orthodontique, parce que ben, pour X raisons, cet enfant, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais quelque part, le pouce et mm, mm, la tétine, l'enfant, il active son système vagal, hein. Normalement, c'est la langue qui active en se mettant au palais, qui active ce système vagal. Finalement, l'enfant, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'intelligence d'activer avec son pouce. Après, bah, c'est un sevrage qu'il faut faire puisque c'est le chat qui se mord la queue, puisque finalement, la langue va rester basse, etc. Mais ce sevrage, il va du coup devoir se faire de façon vraiment en prenant en compte toutes ces fonctions homéofonctionnelles, en musclant avant d'arrêter, puisqu'il faut, et puis peut-être ça peut être aussi un signal d'une restriction linguale aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une restriction et donc l'enfant, il a trouvé la solution aussi de sucer son pouce, par exemple. C'est toujours multifactoriel, mais en mm, tout cas, ça peut être une cause, et d'où un sevrage vraiment en douceur, en essayant de comprendre, voilà, ce qui se passe, mm. en voyant où est-ce qu'on peut aussi gagner un petit peu du terrain. Voilà. Ouais, Donc, j'ai d'accord. fait un petit détour hein, en répondant à ta question. Oui, Mais bah, ah oui, qui était très intéressant d'ailleurs. il a Le- répondu. Oui, ah bah, oui, oui, oui. Bah, je vois que c'est. Ouais, encore une fois, c'est le même principe de s'adapter aux patients. Ça dépend de ses problématiques. Ça, Et c'est c'est vrai, euh, sur mesure, mais sur mesure, voilà. Mm. sur mesure. Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir de façon générale ce discours-là, mais qu'il ne faudrait pas que ça devienne un discours trop fort et qui ferait que la personne justement serait brusquée parce qu'il faudrait qu'elle arrive à faire ça. Donc, c'est à la fois prévenir l'ensemble des professionnels de santé et à la fois dire, bah, attention, c'est du travail de sur-mesure, il faut voir ce qui se passe. Donc, ce sont les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sommeil, c'est vraiment voilà, un enjeu majeur et que je pense que sommeil et alimentation, maintenant, j'avoue que c'est davantage présent encore dans mes rencontres. Voilà. Alors, c'est sûr que ça touche à l'intime, hein, donc c'est pas toujours facile. Donc après, il faut voir comment on peut faire. Pareil, il faut toujours user de l'alliance thérapeutique, hein, du lien de confiance. Et donc de voir aussi, pareil, s'adapter au cas par cas pour comment on va établir ce lien de confiance. Si j'avais pas eu cet interprète pour Migration Alsace, jamais de la vie, cet enfant de 11 ans, j'aurais pu voir ça. Parce que il avait fait 6 ans d'orthophonie, ce gamin. Il a vu plein de neuropédiatres, des pédiatres, parce c'est un enfant classé, parce que tellement infernal, etc. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà, il était effectivement avec un dispositif. Et je dis pas que tout ça a été dû à son frein, mais en tout cas, l'idée, c'est d'améliorer un petit peu, quand même, de grappiller là, on peut grappiller. Et s'il n'y avait pas eu cet interprète aux questions là, je me suis dit, ben là, il y a vraiment un problème par rapport au sommeil. Donc, d'approfondir, jamais de la vie. Voilà. Je pense que c'est pour ça que les autres personnes sont passées à côté d'un frein, mais hyper, hyper, hyper restrictif. Donc cet enfant, en aucun cas, il active son système vagal, en aucun cas, son hormone est sécrétée correctement la nuit. Donc c'est un enfant obèse, voilà, bah, parce que sa satiété, elle est pas, voilà. Et pareil, je dis ça. Là, pareil, il aurait fallu pour cet enfant, moi j'aurais bien aimé avoir des retours des professionnels, mais j'ai été toute seule là-dedans. Voilà, j'ai évidemment l'ORL qui est intervenu pour le frein, mais j'ai jamais eu aucun retour. Donc pour moi, c'était pas évident au niveau de la rééducation. J'avais pas de discours commun.
J'ai pourtant fait un compte-rendu que j'ai envoyé là où il était, enfin, tous les professionnels, sa pédiatre. Bon, heureusement, j'ai eu un petit échange avec la pédiatre, mais voilà. Mais là, ça a aussi, en revanche, permis ce lien de confiance aussi, je pense aussi avec cet enfant qui, normalement, n'acceptait aucune rééducation. Et là, il a plaisir à venir. Donc, on travaille un tas de choses. Donc, voilà. Mm. Mhm. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on arrive au terme des 45 minutes là. Ouais, tout à fait. Ouais. On a un peu dépassé, mais en tout cas, c'était chouette, c'était riche en échanges du coup. Bah, merci Sophie. Merci à tous ceux qui se Est-ce sont que je peux connectés poser une aussi. dernière, est-ce que je Ah oui, peux poser allez-y, pardon. Vas-y, une vas-y. question? En fait, oui, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on on connaît pas tous vos domaines de compétences, en fait, les orthophonistes. Et c'est vrai que moi, pour des questions de sommeil, moi, je suis infirmière, donc c'est vrai que j'aurais pas pensé à orienter vers une orthophoniste. Et je voulais savoir par exemple, j'ai une patiente qui a Parkinson, qui effectivement a des troubles du sommeil liés à un tas de choses et qui a des vertiges. Est-ce que ça peut être rééduqué, ça, par un orthophoniste ou une orthophoniste? Voilà, je dirais pareil, il faut une alliance thérapeutique entre professionnels pour répondre à cette question. Parce que Mhm. là, j'avoue, moi, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Euh, la question, c'est est-ce que cette personne a des troubles? Enfin, non, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais. D'accord. Et pareil, là, je pense que une équipe pluridisciplinaire pourrait aider, hein. En tout cas, j'imagine qu'elle a déjà été chez l'ORL, qu'elle a. Oui, voilà, il y a plein d'investigations qui ont été entreprises, mais elle a toujours ces vertiges qui l'handicapent un petit peu. Et c'est vrai que, bon, moi, je découvre que vous pouvez intervenir dans le domaine du sommeil, mais voilà, c'est pour ça, Hmm. voilà, la Ah, question. j'avoue, j'ai pas de réponse à votre question. Ouais, Là, d'accord. maintenant, voilà. Voilà, voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. À vous. Bah, merci beaucoup du coup. Et puis du coup, il y a le lien dans le chat si jamais il y a quelqu'un veut revoir le film. Et donc on a juste un petit message. Ah oui, qu'il y avait un programme sur Arte, d'accord. Le D'accord. nerf vagal. Ouais, sur le nerf vagal aujourd'hui. La boucle est bouclée. Très bien, effectivement. Merci beaucoup, Florie. Merci, Donc il y super. a les deux liens dans le chat si quelqu'un voilà, veut regarder les petits films ou le reportage, c'est tout bon. Ok. Merci beaucoup, merci à tous et bonne journée Merci. du coup. Merci, bon après-midi, merci. Au Merci revoir. Sophie. Merci, merci. Au revoir.